bienvenue à notre premier balado de La Voix est libre, le balado de Génération Ambition que je co-anime avec Elliot. Bonjour tout le monde. Donc, Elliot est... tu peux te Oui, présenter un peu? je suis membre de Génération Ambition depuis quelques temps. Là, je m'occupe du conseil d'administration, j'ai 17 ans. Alors, bien hâte de commencer ça avec Héloïse. Et moi, je suis ambassadrice de Génération Ambition. Aujourd'hui, on est super content de recevoir notre premier invité. Alors, Charles Fecteau, Bonjour. 18 ans. 18 ans, Il s'est présenté à la mairie. de Saint-Lambert-de-Lauzon, Chaudière-Appalaches, Rive-Sud de Québec. Hier, hein? Ouais, le jour de oui, scrutin, c'est faut le ça. dire, on est quand même le 3 novembre aujourd'hui. Donc, jour de scrutin, défaite, 47%, tout sauf crève-cœur. Moi, honnêtement, on va sûrement en parler aujourd'hui, là, mais ça a été une très belle expérience puis un très beau résultat. Là, j'en sors quand même très fier. Justement, on va commencer avec ça. Mettons tes expériences, comment tu as vécu ça, de la campagne jusqu'au résultat, le jour du scrutin. Ben, je pense, honnêtement, la plus grosse étape dans tout ça, c'est vraiment remettre sa candidature. Parce que veux pas, la campagne, c'est optionnel dans le sens où une fois que tu fais signer 10 personnes, parce qu'à Saint-Lambert, c'est 10 personnes, c'est pas 50, c'est pas 200, c'est 10 pour la mairie et pour les postes de conseiller. Donc, une fois que c'est signé, ben ton nom est sur le bulletin. Fait que rendu là, tout le reste, c'est juste pour gagner, Ok. pour faire valoir tes points, mais veux pas, la grosse étape, c'est simplement de se présenter. Puis après ça, on peut faire une demi-campagne puis être très à l'aise à avoir fait une demi-campagne. Fait que je pense que c'est ça un peu le danger d'une campagne électorale, c'est que c'est une quantité infinie de temps que tu peux mettre. Ouais. Puis d'ailleurs, pourquoi Saint-Lambert? Ben, Saint-Lambert, c'est ma ville natale. Ok. C'est là que j'ai grandi, là, c'est là que je réside en ce moment. Donc pour moi, c'est naturel de vouloir s'impliquer dans une communauté là, que j'adore. Là. C'est ma ville. Puis au-delà de juste mon attachement, je trouve qu'en ce moment, on est quand même dans une période très intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Lambert, c'est sur le bord de la 73 autoroute là, qui va directement à Québec. Puis c'est comme la banlieue parfaite pour des gens qui veulent habiter à l'extérieur de Lévis au Québec. Et même Sainte-Marie-en-Beauce, ça, c'est vraiment à la croisée de tous les chemins. Là. C'est le futur Rome, en fait. Tous les chemins mènent à Saint-Lambert-de-Lauzon. Et puis c'est ça. Donc, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de choix clés qui se font en ce moment qui vont déterminer comment la ville va évoluer. Est-ce que ça va être une ville, encore une fois, qui va rester plus au niveau de la campagne, moins de services, moins de coûts, ou qui va vraiment aller dans le développement, beaucoup de taxes, beaucoup de services, beaucoup de... Tu sais, c'est vraiment quelque chose un moment, justement, qui va affecter la ville pour les prochaines années, puis je voulais contribuer à ça. Puis quelque chose de super intéressant, en fait, que j'ai vu sur une vidéo que tu as fait sur tes réseaux sociaux. Tu disais que tu te présentais pour donner une option Oui. aux gens de Saint-Lambert. Oui. Est-ce que ça a été vraiment ça, ta motivation principale? Est-ce que c'est... Ouais? Absolument. Pour moi, ça a vraiment été à la base, là, parce que veux pas, on évolue sur une campagne, là, mais t'es pour un jeune de 18 ans qui va contre un maire sortant, parce que pour ceux qui savent pas, au municipal, il y a peu de gens qui votent et il y a un effet répertorié, là, étudié, qui s'appelle l'effet du maire sortant, où ce que les gens qui occupaient déjà le poste, en général, ont une plus grande chance de gagner parce que les gens, ben, c'est un visage, un nom qu'ils connaissent, et puis, ben, quand il n'y a pas tant d'enjeux polarisants, mettons dans une petite municipalité, ben les gens vont juste faire ça va pas tant mal, fait qu'on va continuer comme ça. Il n'y a pas grand-chose nécessairement qui va les amener aux urnes. Fait que je pense que pour moi, ça a été vraiment de dire il va y avoir une élection. Parce que s'il n'y a pas d'élection, au final, comme il y a eu 4 ans, il n'y a pas eu d'élection à Saint-Lambert, ben, on dit souvent, si tu votes pas, tu peux pas te plaindre. Oui. Mais si tu peux pas voter, est-ce que ça veut dire que tout ce que tu penses, tout ce que tu veux changer n'est pas valide? Fait que je pense qu'il y a quelque chose de précieux dans l'exercice démocratique. Puis clairement, ben, ça l'a prouvé, là, parce que 47%, moi, c'est pour ça que j'étais vraiment heureux, parce que, je veux dire, c'est pas juste une option, c'est les gens l'ont pris, cette option-là. Là. Puis le taux de participation, 41,6%, je pense, c'est énorme pour Saint-Lambert. Là. D'habitude, c'est plus du 35% la moyenne. Puis d'ailleurs, je venais à ça, là. Tu as dit tantôt que tu as 18 ans. Est-ce que tu penses que c'est un élément qui a joué en ta faveur ou en ta défaveur durant la campagne? Honnêtement, c'est dur à dire parce que le reproche qu'on me fait le plus souvent, c'est l'âge. Il n'y a personne qui a critiqué ma campagne. Il n'y a personne qui a dit cette position-là n'a pas de sens. Jamais, jamais. Mais des messages, t'es trop jeune, t'es en couche, retourne jouer dans ton bac à sable. Ça, j'en ai eu des commentaires comme ça. Puis c'est correct, je veux dire, c'est correct. Dans le sens où les gens ont le droit d'avoir une opinion. Puis c'est correct de dire qu'à 18 ans, une personne n'est pas assez expérimentée. Puis c'est légitime aussi. C'est une faiblesse, là, je la reconnais moi-même. Fait que je pense que mais en même temps, les médias, ils ont adoré ça, avoir un jeune de 18 ans. Il y a eu beaucoup de couverture médiatique, Radio-Canada, des radios. Fait que je me dis, il y a eu de la légitimité attribuée à faire des journaux, des radios. Puis en même temps, je me dis, l'élément majeur, pourquoi les gens n'ont pas voté pour moi, c'est l'âge. Fait que c'est difficile de l'équilibrer, ces deux-là. Peut-être
Peut-être qu'ils sont parfaitement répertoriés, 50-50, peut-être qu'il y en a un plus que l'autre. Mais au final, moi, je vais pas dans cette expérience de pensée-là. Là. Je reste vraiment dans le présent, puis je suis très heureux. Est-ce que tu t'es fait reprocher de ne pas avoir payé de taxes encore? Non. Puis ça, ça aussi, c'est quand même un élément connu. Puis j'écoutais un journaliste, je me souviens plus c'est qui dire ça. Quand tu te présentes en politique, le jour 1, tu sors tout qu'est-ce qu'il y a de mal. Toutes tes faiblesses, tout. Premier jour, tes avous. Comme ça, puis personne peut te frapper avec ça pendant la campagne. C'est ça, j'ai vu que tu as tourné ça justement un peu à la blague en disant regardez, moi je me présente à la mairie, j'ai pas encore payé de taxes, mais. Je parle de finances municipales. C'est ça, exactement. Oui, puis c'est quand même ironique, là, je veux dire. Mais je trouve que je pense que les gens ont apprécié cette transparence-là, puis on me l'a pas reproché. Les gens, t'es trop jeune, mais bon, il y a des gens. Va payer des impôts, fonder une famille, puis on se reverra dans 30 ans. Il y en a eu. Puis encore une fois, c'est correct que les gens pensent comme ça. Moi, évidemment, j'ai une opinion différente. Je pense que la jeunesse, elle a quelque chose à amener, surtout dans une municipalité qui est axée vers les jeunes familles. Mm-hmm. Je pense que, oui, un poste de conseiller, ça aurait pu être pertinent, mais on n'aurait pas eu cette course-là. Fait que, pour un maire, le maire sortant, il a été réélu, mais pour quelqu'un qui a été élu par acclamation il y a 4 ans, puis que sa dernière élection est à 8 ans, moi, je l'ai vu, là, ça a été une seule soirée électorale quand même tendue. Ça fait que s'est je joué pense à que une centaine de votes, je oui, 101 votes, pile. Fait que pour cette personne-là, je pense que le mandat est clair pour ces 4 prochaines années. Puis je pense que l'effet va être positif, plus que s'il n'y avait pas eu d'élection. Est-ce que tu as l'impression que tu as été bien entouré dans ta campagne ou tu étais pas mal laissé à toi-même? T'avais-tu une équipe? Est-ce que tu as réussi à aller chercher un peu, mobiliser des gens avec toi? Mobiliser les gens, oui. Mais une équipe en tant que telle, c'est difficile. Okay. Déjà au municipal, oui. Petite ville, c'est 2 éléments qui sont très difficiles d'aller chercher un engouement des bénévoles. Après ça, j'ai 18 ans. Fait qu'encore là, c'était plus difficile au début là, parce qu'il y a eu quand même le momentum s'est bâti pendant la campagne. Il y a une première vidéo initiale, je me présente. Ah, ok, il y a quelqu'un. Après ça, moi, j'ai fait une vidéo par enjeu, une vidéo par semaine sur différents enjeux. Puis je pense qu'à chaque vidéo, là, les gens ont fait OK, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. C'est pas juste, il y a un jeune qui se présente. Là. Il y a des idées qui sont présentées. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui étaient prêts à donner, mettons, du temps ou de la pluie vers la fin. Ou ce que là, on en avait moins besoin. Ils commençaient à te connaître. Mais oui, où ce que les cartes étaient plus déjà jouées. C'est sûr que moi, j'ai eu un ami, là, je vais le nommer Justin, là, c'était mon caméraman pour toutes mes vidéos. Lui, il étudie en cinéma. Puis j'ai attribué honnêtement 30% du vote parce que pour de vrai, ces vidéos-là, cette façon-là d'aller rejoindre les gens, c'est la plus efficace. Le vote des jeunes, je sais pas ça a été quoi le pourcentage, mais on m'a dit qu'aux urnes, les bénévoles qui ont fait ça plusieurs élections n'ont jamais vu autant de jeunes aller voter. Fait que moi, je pense que là aussi, il y a un effet bénéfique à tous les paliers. Oui. C'est sûr, ça inspire de voir un jeune se présenter et les autres se disent peut-être que ça a un impact sur ma vie aussi, finalement. Ben oui. Puis s'il y a un jeune qui se présente, qui se sent qualifié à se présenter, moi, comme jeune, je suis quand même qualifié à aller voter. Ouais. Puis je pense que ça, c'est un enjeu. Puis je sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais les jeunes, souvent, selon moi, la raison, c'est qu'il y a un désintérêt en politique, c'est que c'est comme si on n'était pas assez bon, comme si on le savait pas. Pourquoi se présenter, pourquoi voter, est-ce qu'on peut faire un mauvais choix? Puis je pense que cette nuance-là, ça fait qu'au municipal, surtout justement, où les jeunes, on est forts, mettons au cégep ou l'université, de parler beaucoup d'enjeux identitaires, comment on se situe, puis c'est parfait. Il faut avoir ces débats-là. Mais je pense que, mettons, au municipal, où il y a moins ces débats-là, des fois, on a du 9% des jeunes qui font voter, là, même s'ils représentent 30% de l'électorat, c'est tellement peu. Mais c'est parce que, justement, OK, l'économie, OK, c'est-tu bon? Ça coûte-tu cher? T'sais? Puis justement, un jeune qui n'a pas payé de taxes, il pourrait se dire, je suis qualifié à me prononcer là-dessus. Mais je pense que, lui, il se présente, il n'a pas payé de taxes, puis il se présente, OK, je pense, je peux au moins voter. Puis, justement, tantôt, tu as mentionné, Saint-Lambert, c'est là où tu habites, c'est ta municipalité. Mais qu'est-ce qui t'a amené à aller au municipal? Est-ce que tu vois ça comme quelque chose qui pourrait se développer, le provincial, le fédéral? Est-ce que tu vois un avenir là-dedans? Est-ce que tu te projettes? Moi, j'ai milité. En fait, tout a commencé, ma vraie expérience politique, à 16 ans, aux Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Moi, j'ai fait la chefferie, qui s'est terminée là, il y a quelques mois, pendant 1 an et demi avec Charles Milliard. Donc ça a été comme ma première expérience militante. Okay. Parce que j'étais déjà une personne politisée dans ma jeunesse. Autant qu'un garçon de 14 ans peut être politisé. Là. Je regardais les nouvelles, mais ça a été vraiment la première expérience de terrain que j'ai eue. Puis j'ai vraiment un amour pour ça, faire des appels, parler aux gens, de voir des gens de tout le Québec, en fait, là, parce que veut pas, au niveau provincial, on va à Trois-Rivières, on va à Québec, Lévis, Rimouski, Montréal, Gatineau, on fait vraiment le tour du Québec. Fait que ça m'a vraiment inspiré, c'est ma bébête politique qui est vraiment née là.
puis après ça, finalement, M. Milliard aussi a perdu à 48%. Je pense que le nom Charles est maudit aux élections ces temps-ci. Pris toujours à perdre à 40, 48, 47%. Mais veux pas, ça m'a inspiré. Puis M. Milliard aussi, c'est un jeune homme pour la politique provinciale là, qui n'avait pas d'expérience politique. Fait que ça aussi, ça m'a un peu inspiré à me dire, il y a quoi, je pense qu'il y a 42 ans. C'est pas 18, mais quand même, quelqu'un qui, dans une scène qui est beaucoup dans la recognition, là, les noms, les dynasties. Là, on n'a pas tant ça, on n'a pas de Kennedy au Québec, là, mais c'est vraiment des gens, c'est le fils d'un ministre, ou son père, ou lui il a fait ça, ou lui était ministre au fédéral, ou ce que c'est beaucoup le CV qui rentre en compte pour la reconnaissance au début, d'avoir quelqu'un qui part de zéro, puis qui finit autant haut. Moi, ça m'a inspiré, puis finalement, il y a quelque chose là, une recette quelque part, parce que, encore une fois, un résultat assez satisfaisant. Ah oui? Puis là, est-ce que tu penses à des projets futurs? Est-ce que tu t'en vas... Moi, honnêtement, j'ai toujours en réflexion, mais c'est sûr que j'ai pas décidé en ce moment à être dans élection provinciale, hop, candidat poteau, je vais me présenter quelque part. Très peu probable que ça arrive. La beauté du municipal, c'est que c'est assez de temps partiel, en tout cas dans une ville comme Saint-Lambert. C'est plus réaliste pour moi Absolument. d'être justement entouré d'une équipe, puis continuer mes études, parce que c'est sûr, puis ça, à toute jeune qui veut se lancer en politique, finissez vos études. Ayez vraiment cette base-là, parce que la politique, c'est un milieu qui pardonne pas, puis la réalité aujourd'hui, c'est pas comme avant, où jadis, t'as fait un ministère, peu importe c'est quoi, t'as un conseil d'administration d'une fondation quelque part qui t'attend avec une enveloppe. Là. Ça a été vraiment une réalité où les politiciens avaient toujours des grosses offres pour rebondir après la politique. Là, le climat a changé. Je trouve que la politique, c'est vraiment quelque chose qui est parallèle, où on peut sauter sur des enjeux, sauter sur des causes, sur des opportunités, des moments, mais de planifier 2, 3, 4 ans d'avance, je trouve que c'est une erreur. Parce qu'on met de côté des fois ce qu'on pourrait vivre, mettons, au niveau professionnel, personnel, pour un hypothétique. Puis, ma campagne, veux pas. Moi, personnellement, ce que j'ai ressenti, c'est que l'enjeu principal, c'était mon âge. Ma campagne, elle n'a pas été tant critiquée, mais vraiment pas. Même, elle a été beaucoup applaudie par plusieurs gens parce que c'était différent. Veux pas, quand il n'y a pas d'élection, quand il y a quelque chose de différent, les gens y accrochent. Fait que, est-ce qu'elle était gagnable? Mettons, j'avais cogné à 200 portes de plus. Est-ce que j'aurais vraiment gagné? Est-ce que... Des fois, il y a cet enjeu-là aussi en politique. Là. Si je fais une campagne parfaite, est-ce que c'est possible de gagner? Puis si on le sait pas, je pense que c'est ça qui gruge aussi, parce que toute la campagne, les deux sont à 0-0. Il y a une égalité. Puis il n'y a pas de sondage dans la grande majorité des municipalités. Fait égalité, est-ce que j'en fais plus? C'était, mettons, si j'avais perdu par 6 voix, est-ce que... Tu devais avoir la difficulté aussi d'être aux études en même temps, faire la campagne, ça a dû être une grosse difficulté pour toi aussi, justement, pour l'enjeu du temps. Oui, le temps, mais c'est pour ça que je dis aux gens, gardez vos études, c'est vraiment la priorité. Là, moi, pour ma campagne, j'ai été capable, justement, avec les réseaux sociaux, c'est un moyen qui est efficace, qui vient rejoindre plusieurs personnes, puis qui est quand même pas tant énergivore, parce que on fait une vidéo par semaine, on la publie, puis après ça, je pouvais continuer mes études, continuer à faire tout en parallèle. J'ai survécu à une demi-session pendant une campagne électorale. Ça, je trouve que c'est un bon signe pour les jeunes au Québec. Mais je pense honnêtement que c'est toujours un élément à considérer. Puis vraiment, la politique, je peux pas assez le dire, il faut tout le temps que ça soit en parallèle, parce que sinon, on tombe dans des fois dans du burn-out. Là. Souvent, on en parle dans des milieux du burn-out militant, là, des gens qui s'impliquent, qui donnent. Puis il n'y a pas de limite, c'est ça le problème. Il n'y a jamais de limite. Puis vu qu'il n'y a pas de limite, des fois, si on n'est plus efficace à la fin, puis on n'est plus capable d'en faire, finalement, des fois, c'est un marathon. C'est un marathon, la politique, c'est vraiment la meilleure métaphore. Si on sprint, puis on le finit à la marche, on va faire un moins bon effet que si on l'avait pris lentement sur une plus longue période. Lentement, mais avec lentement, mais sûrement, exactement. Fait que, toi, t'étudies en quoi? En comptabilité. En comptabilité. Ouais. Donc, tu as fait ta mi-session en comptabilité à l'Université Laval, c'est ça? Oui, exactement. Donc, encore première session d'université aussi. Là. C'est beaucoup de nouvelles expériences. C'est ça, c'est beaucoup de premières d'un coup qui arrivent en même temps. Est-ce que tu as fait la même chose au cégep? Ton parcours, ça ressemble à quoi un peu? Moi, au cégep, j'ai commencé, je me suis impliqué au sein de l'association étudiante du cégep Garneau. Donc, puis avant ça, j'étais président d'une école secondaire, mais ça compte pas. Là. Ça reste une expérience intéressante. Oui, c'est toujours, sur le CV, encore une fois, un CV pour un jeune, là, ça évolue avec le temps parce que t'as pas d'expérience de travail. Fait que là, t'as tout, puis là, quand ça commence, là, toutes les petites expériences comme président d'école, ça saute en premier. Puis à la fin, t'en restes pas tant. Mais oui, j'ai commencé justement responsable de la pédagogie, donc des plaintes étudiantes. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai beaucoup aimé ça, interagir avec les gens justement pour les accompagner dans un processus académique. Donc
déjà là, c'est pas du gros débat, là, mais quand même, je faisais mon mini-avocat. J'étais l'avocat du diable pour les étudiants. Puis j'adorais ça. Ensuite, j'ai été responsable des finances. Donc là, j'ai fait un pas vers... j'avais fait mes admissions en comptabilité. Puis là, j'ai été très choyé d'avoir cette opportunité-là de gérer un budget de plusieurs centaines de milliers de dollars au cégep, de pouvoir justement, avec les comités... Pour de vrai, je recommande de s'impliquer au cégep. Puis la politique, encore une fois, on a beaucoup des fois des délusions de grandeur, le fédéral, le provincial, mais il n'y a rien de plus gratifiant selon moi que les paliers locaux, proches. Parce que les gens sont premièrement, sont plus patients, parce que il y a moins d'enjeux full polarisants. Puis en même temps, c'est l'effet direct. Tu sais, quand tu sauves quelqu'un qui s'est fait accuser à tort de plagiat, puis finalement tu en as sorti, l'effet direct est instantané. Là. C'est magique. C'est pas un combat, mettons, sur 5-10 ans. Puis il en faut des combats sur 5-10 ans. Mais là, tu vois les résultats. Instantanément. C'est incroyable. Pour s'initier, là, pour vraiment développer une passion pour ça, là, je le recommande fortement. Puis c'est ça, après ça, responsable des finances, fini coordonnateur. Fait qu'un parcours complet, là, du bas jusqu'au haut de l'échelle. Puis j'ai fait le conseil d'administration du cégep, de la fondation. J'ai fait la commission des études. J'ai vraiment fait le tour des institutions étudiantes au sein du cégep. Puis pour moi, ça m'a... Tu sais, veux pas, c'est ça qui bâtit un peu une passion militante, là, de voir toutes ces choses-là, d'être capable de militer à ma façon. Puis ça m'a vraiment... Je pense que c'est tout ça qui m'a inspiré aussi, m'a donné la confiance de me présenter. Puis t'as commencé, on en a parlé, t'as commencé avec le Parti libéral, t'as milité. Mais maintenant, est-ce que t'as... T'sais, avant ça, est-ce que t'as une figure en politique qui peut-être pas que tu idolâtres, mais je veux dire que tu penses qu'il représente une belle façon de faire de la politique, ou ça peut être international, ça peut être local, ça peut être mort-vivant, ça peut être n'importe quoi, ça peut, que quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Là, ouais. Oui, honnêtement, j'en ai deux qui m'ont inspiré. Dans la façon, c'est beaucoup dans la façon de faire la politique, parce que je trouve que, bon, premièrement, niveau local, j'en ai déjà parlé, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, moi je trouve que ça a été une belle figure, quelqu'un qui vient de loin, dans un parti qui était mourant, le Parti québécois, quand il a pris les commandes, qui a tout donné, qui a vraiment fait une chefferie exceptionnelle, qui a eu la confiance des militants, puis là, qui, selon les sondages, va probablement avoir la confiance des Québécois en général. Je trouve que c'est très inspirant de voir justement, puis jeune encore une fois, le Paul Saint-Pierre Plamondon, là, j'ai pas l'âge exact, mais... ouais, dans la quarantaine. Oui, là, c'est impressionnant, puis j'aime son franc-parler, c'est une personne qui est directe, c'est une personne qui croit dans ses convictions, là, tes référendums. On a vu les sondages, c'est pas majoritaire, puis il a pas été ébranlé dans sa confiance d'en faire un dans son premier mandat. Puis je veux dire, Lucien Bouchard, c'est quand même une grande figure, je veux dire, du mouvement souverainiste, puis d'avoir de se faire dire, non, le jeune, ça se fait pas, puis dire, oui, ça va se faire, je trouve que c'est... je suis fédéraliste, mais je trouve que il faut des couilles, je vais le dire comme ça, là, de dire comme, il y a une génération passée qui a essayé, qui a échoué, puis là, elle dit, c'est pas le moment, tu dis, tout respect pour Lucien Bouchard, il a pas réussi, fait que je comprends que, j'apprécie Paul Saint-Pierre Plamondon de dire, là, c'est le tour à ma génération, fait que laisse-nous faire, puis au pire, ça marchera pas, puis c'est ça un peu le statu quo, là, moi je pense que, des fois, il faut des projets comme ça pour que les gens disent, le statu quo, c'est-tu vraiment... Est-ce que c'est le statu quo parce que c'est la meilleure façon, ou c'est le statu quo parce qu'on était trop paresseux pour le changer? Puis toi, c'est quoi le projet, justement, que tu dis, que tu vois à quel point c'est important d'avoir des projets, justement, toi, tu devais en avoir dans ta campagne, mais tu dois en avoir aussi à d'autres niveaux. C'est quoi un projet que tu aimerais voir au Québec? Et ça, c'est une excellente question. OK, je vais commencer, mettons, au niveau local. Le projet de base, c'était vraiment l'élection. C'est vraiment la raison qui m'a amené. Mais ce qui m'a gardé, pour moi, ça a été beaucoup au niveau de un peu les finances municipales, là, sans aller trop en détail dans la municipalité, mais je trouve que Saint-Lambert, pour moi, ça a vraiment été une communauté où j'ai grandi. Puis je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup trop de... Le développement est très agressif dans la façon qu'on le fait. Il n'est pas en respect des gens déjà établis, des coupes à blanc, destruction de milieux humides. Il y a quand même beaucoup de développement qui se fait pas nécessairement dans les règles de l'art. Puis je veux pas, moi, je suis vice-président à l'association étudiante en développement durable de l'Université Laval dans les affaires. Fait que ça vient me chercher quand même. Fait que je trouve que c'est important le développement, puis je suis tout à fait pour ça. Mais je trouve qu'il y a tellement des façons simples et créatives de régler plein de problèmes. Puis je pense que c'est ça qui amène la jeunesse aussi, là, d'être capable d'être créatif, de trouver justement des nouvelles recettes pour ces problèmes-là. Donc ça, c'est un peu ce qui m'a amené, là, de s'assurer que Saint-Lambert reste Saint-Lambert, puis ça devient pas juste une banlieue de Lévis ou un mini-Québec. Ça n'a pas besoin d'être une ville. On n'est pas besoin
toutes les municipalités ne doivent pas aspirer à être des villes, parce qu'il y a des gens qui veulent ça, justement, être en banlieue, dans un milieu semi-agricole. Il y a un charme là-dedans. Fait que ça, c'était au niveau local. Bon, pour le Québec, mon projet, présentement, c'est... En ce moment, bon, le Parti libéral, c'est la guerre contre le référendum. Rendu là, d'accord, là, je veux dire, ben non, mais c'est correct, dans le sens que je trouve que c'est important qu'il y ait ce débat-là. Puis je trouve que c'est... En ce moment, de ce que je vois, je suis très heureux parce que je trouve que les médias sont capables d'être, en tout cas, de ma perspective, dans les débats que j'ai vus au sein des jeunes. Tu sais, j'ai vu la présidente de la commission jeunesse, Charlie Bourdage, là, elle a parlé justement sur un plateau, je pense que tout le monde en parle, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, puis quelques autres, je pense, péquistes, là. Avoir ce format-là pour quelqu'un, pour les jeunes, parce que veut pas, c'est un projet de société, la souveraineté. Je trouve qu'avoir tous ces formats-là différents, s'assurer de venir rejoindre tout le monde, ben, ça va faire un résultat, je pense, qui s'assume mieux. D'avoir cette couverture-là. Il faut en discuter. Il faut aller voir différents groupes, aller voir différentes générations. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Puis en ce moment, encore une fois, je suis très fédéraliste, mais il faut, si la fédération, c'est la meilleure option, on n'a pas besoin de cacher ce débat-là. Pour moi, c'est comme ça. Là, si les Québécois, ils veulent le pays, la souveraineté, ben, je ne vais pas partir. Là, je l'aime. Là, pour moi, je suis nationaliste. Je sais que pour plusieurs gens, nationalistes, fédéralistes, ça n'a pas de sens. Puis bon, on a l'air tous des hypocrites en disant ça. Mais pour moi, je pense que si ce que je croyais qui était mieux pour le Québec, ce serait la souveraineté, je serais souverainiste. En ce moment, je crois que la fédération, c'est la meilleure option pour le Québec. Donc, je suis fédéraliste, mais c'est vraiment, ça part d'un nationaliste. Je veux le meilleur pour le Québec, je pense que c'est la fédération. Si un jour je réalise que c'est plus le cas, ben je vais sauter à la clôture. Là. Moi, je pense aussi, pour les jeunes en politique, les partis c'est important, mais c'est pas à tout prix. Moi, je milite au Parti libéral, mais demain, puis je suis très critique de mon propre parti. Là. Je suis vraiment le premier à y reprocher. Ben oui, parce que si on fait juste du militantisme aveugle, comme on voit aux États-Unis, on passe complètement à côté de la donne. Puis l'influence des commissions jeunesse sur les partis, parce que un parti, veut pas, c'est formé par ses membres. Fait que quand tu as une institution à l'intérieur du parti qui pousse pour quelque chose, ben des fois, c'est des mini-victoires comme ça. Le Fonds des générations, c'est l'initiative de la commission jeunesse du Parti libéral qui a amené son parti à le suivre, ça s'est réalisé. Puis parlant du Québec, écoute, je le vois que tu es politisé, tu as beaucoup d'opinions. Tu la vois comment, la gestion du Québec actuelle? Ben écoute, moi, je trouve qu'en ce moment, le Québec, c'est une période difficile. Je peux pas le mettre autrement que, je veux dire, on est dû pour des élections. Avoir un parti qui passe d'une super majorité à 0 siège dans les sondages, je pense que c'est un bon indicateur de l'opinion des Québécois sur la chose. Bon, je pense pas qu'on a besoin d'être alarmiste dans le sens de dire c'est la fin du monde. Là. Des fois, je trouve que ce qui est dommage, mettons au fédéral, dernière élection, bon, si vous votez pas pour moi, le Canada va exploser, ça ne marchera plus, tout va briser. Je pense que moi, ce discours-là, il vient vraiment me refroidir. Parce que je trouve que tu peux pas dire... Pour moi, la politique, c'est vraiment un vecteur d'espoir parce qu'on veut changer les choses. Puis quand quelque chose est déjà fait, puis tu peux pas le changer, puis ben, c'est tout bad. C'est fait, puis c'est dommage. Mais de tout le temps revenir sur le passé, on peut apprendre du passé. On peut s'adapter à partir du passé, mais juste si une plateforme c'est basé entièrement sur ce qui s'est passé avant, ben, comment tu peux promettre aux gens « Ah oui, le futur va être mieux » si tu fais juste regarder en arrière. Fait que je trouve qu'au Québec, en ce moment, il faut vraiment regarder, bon, là, la dette est faite, le déficit il est fait, les coupures sont faites, l'exode des médecins, c'est mal parti. T'sais, après ça, est-ce qu'on peut changer des choses là-dedans? Absolument. Mais il faut vraiment que le parti qui va rentrer se dise « OK, go, là. » Faut vraiment, il va falloir qu'il y ait des changements majeurs. Puis le problème, c'est qu'il y a toujours une résistance au changement. Oui. Là, en ce moment, on a un parti qui sort, fait qu'il l'ignore un peu. En tout cas, selon moi, c'est facile de dire « Bon, je vais perdre, fait que je vais faire ce que je veux vraiment. » Parce qu'il n'y a plus de populisme. Là, rendu là, c'est « Hey, on va essayer tout. » Ouais, puis parlant de ça, je suis curieux. Là. Écoute, si tu t'y connais pas assez, c'est bien correct, là, mais tu le vois comment, le projet de l'espèce de nouvelle constitution du Québec, de ce renouveau-là étrange? Là, Ben, oui, ça fait partie des changements, en fait, justement, que le Québec pourrait avoir besoin, selon toi, de voir plus vers en avant avec un projet... Ben écoutez, moi, mon parti a voté pour une constitution dans un congrès. J'étais présent, justement. Là. Donc, on a un peu débattu la question. Je pense que la constitution, c'est un projet important. Mais c'est parce que le problème, c'est vraiment le format. T'as une constitution en ce moment, je trouve que une constitution faite, hey, encore une fois, super majorité, bam, c'est fait. Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'après ça, la constitution québécoise veut pas, elle a
c'est un projet de loi, c'est pas une constitution. Fait que si on veut donner de la légitimité, c'est dans la culture populaire. Faut dire que ce projet de loi-là, on ne touche pas, c'est une constitution. Mais si à chaque fois qu'il y a un parti majoritaire qui fait ce qu'il veut avec la constitution, ben, elle n'a aucune légitimité pour de vrai, cette constitution-là. Non seulement c'est pas une vraie constitution, c'est qu'après ça, les gens, je veux dire, ils n'ont pas d'appartenance face à ça. Là. On va pas prêter serment à une constitution qui va être changée à tous les 4 ans. Trop malléable. Ben oui, absolument. Puis la constitution, oui, il faut que ça soit malléable, il y a besoin d'avoir des changements, mais en même temps, sa légitimité, c'est un texte fondamental. Fait qu'on peut pas faire des changements fondamentaux à chaque élection. Parce qu'après ça, ben, si c'est basé vraiment sur une concertation avec les Québécois, à partir du Québec, ben, aux 10 ans, aux 20 ans, t'es un article, un amendement, absolument. Mais ça peut pas être le texte en soi. Puis moi, je me suis encore... J'ai vraiment la misère avec les noms. Mais il y a une dame, puis elle a écrit un article sur la Constitution, puis ça m'a vraiment choqué. C'est qu'il y a un amendement, un alinéa sur l'avortement, sur garantir le droit à l'avortement. Et puis, c'était plus... Ce qu'elle disait, c'est que en étant pro-choix, c'est pas une question de pour ou contre l'avortement, mais le garantir dans la loi était plus dangereux que de ne pas le mentionner. Ouais. Parce qu'en ce moment, il y a un précédent juridique. Ça veut dire que si quelqu'un voulait contester ça, ben la loi, les cours ont déjà dit oui, on a le droit à l'avortement, c'est un droit. Mais si on l'inclut dans un projet de loi, qui peut être changé parce que tout projet de loi, il peut avoir un amendement, n'importe quel parti majoritaire à la suite peut le passer, peut changer ce projet de loi-là. Fait que c'était plus sécuritaire de ne pas garantir par la loi le droit à l'avortement dans une constitution que moi, ça m'a vraiment choqué, là, de voir... Puis je pense que ça, il y a des projets qu'on n'en parle pas assez, là, de vraiment... C'est difficile, là, puis encore une fois, une constitution où on ne peut pas garantir un droit parce qu'on va plus le menacer que si on le laisse comme ça. C'est ça, la Cour suprême a déjà positionnée sur cet enjeu-là. Mm-hmm. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rouvrir le débat dans une loi? Je pense pas non plus. Pas non plus. Puis, mais qu'est-ce qu'il devrait y avoir de bord dans une constitution, selon toi? Il y a un enjeu, un élément particulier que tu penses qu'on devrait retrouver là-dedans? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas tant pensé à la constitution. Je trouve que, en ce moment, je pense pas que c'est le bon moment pour une constitution. Je pense que, c'est difficile aussi d'avoir une constitution qui veut pas... Le droit criminel est garanti au niveau fédéral. Tout ce qui est criminel. Fait que, ça va être seulement du droit civil qui peut être garanti dans une constitution québécoise. On peut avoir des textes de loi là, sur le droit, mettons, à l'égalité ou à n'importe quoi, mais dans une cour, au final, en tout cas, je suis pas avocat, mais dans une cour, ça reste la constitution canadienne puis le droit civil, le droit criminel canadien qui gouverne ça. Fait que, au final, c'est beaucoup plus, pour moi, qualitatif, la constitution. Il n'y a pas tant de changements précis qui vont se changer. C'est un peu plus les normes et les morts qui gouvernent. Selon moi, c'est comme si on écrivait on essaie d'écrire l'esprit québécois, le décrire, comme pour le préserver. On essaie d'affirmer notre autonomie, en fait. C'est plutôt... Oui, mais encore une fois, on peut l'affirmer beaucoup, mais si en pratique, il n'y a pas de changement, est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'on veut prendre nos minutes à l'Assemblée nationale, dans une période, justement, où on a la menace tarifaire, on a beaucoup de changements économiques, en santé, en éducation, est-ce que c'est vraiment là où on veut que le débat de société se passe? Parce que, c'est pas pareil comme aux États-Unis, mais aux États-Unis, je trouve qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a 4 mauvaises nouvelles, fait que les médias peuvent en prendre une ou deux, puis il y en a 2 qui passent sous le tapis. En ayant une constitution, ça fait que, le gouvernement actuel peut couper dans plein de services. Puis, mettons, là, ce qui reste, c'est les médecins et la constitution, mais les coupures en éducation, ça a passé vite, là. Je pense qu'ils ont coupé 1 milliard, ils ont donné 600 millions, puis après ça, on l'a oublié, puis il y a 400 millions qui ont disparu pareil. Là. Fait que je veux dire, ça n'a pas été long, là. Ça a vraiment pas été long qu'on l'oublie. Fait que, encore une fois, il faudrait pas que la Constitution devienne une excuse pour oublier d'autres enjeux qui, pour moi, sont beaucoup plus directs, beaucoup plus importants. Puis, la Constitution, le débat, c'est bien de l'amorcer là, parce que si on est pour avoir un Québec souverain, ben, c'est le fun que ça soit pas fait de broche à foin en 1 an. Si on commence un débat ou si on a déjà un texte, après ça, si jamais le Québec devient un pays dans 3 ans, 8 ans, 10 ans, jamais, ben au moins, il va y avoir un texte qui va être raffiné à travers les années. Puis je pense que c'est ça, une constitution. Il faut vraiment que ça soit... Il faut vraiment laisser le temps. Parce que quand on force une constitution, c'est jamais représentatif. Donc, si la constitution n'est pas un enjeu prioritaire en ce moment, ce serait quoi pour toi les enjeux, mettons, qui te préoccupent le plus? C'est quoi tes préoccupations? Principalement, je pense que ça va être en éducation. Je pense que les coupures en éducation, là, c'est sûr, moi, comme j'ai mentionné, je suis beaucoup dans le milieu. Mais
Mais tu sais, moi, je coach à l'école Pointe-Lévis, là, je coach du volleyball, puis on a un programme qui s'appelle DAM, Diplôme avant la médaille. C'est un organisme, une OBNL, qui a des intervenants dans les écoles pour comme venir exploiter la fibre athlétique chez les jeunes en difficulté. Là. Donc, quand tu es moins motivé à l'école, ces gens-là, maintenant, si tu coules un cours pour faire ton sport, il faut que tu fasses, mettons, une récup par semaine. Il y a vraiment tout cet encadrement-là de tutorat pour justement utiliser le sport comme levier pour amener les jeunes à graduer, ce qui est vraiment une belle initiative. Et puis, avec les coupures, il y avait 2 intervenants. Puis cette année, on était supposé l'intégrer dans les équipes de volleyball. Mais puisqu'à cause des coupures, il y a un intervenant qui a été coupé. Et donc, ils ont seulement gardé les programmes où ils voyaient le plus haut taux de difficulté. Donc, on ne l'a pas eu pour, justement, mon équipe, plusieurs équipes. Donc, je pense que ça, pour moi, ça a été un effet direct que je trouve qui est quand même important, puis qui était assez mineur, dans le sens que c'est un intervenant d'un programme, puis tu sais, ça, il est juste dans quelques écoles à Québec, là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est partout dans la province, mais juste le voir tout de suite comme, OK, tu sais, c'est pas juste, je veux dire, des subventions, des sorties culturelles qu'on a coupées, là. C'est des intervenants directs, c'est des super belles initiatives de gens qui... Puis tu sais, ça, c'est avec des tuteurs bénévoles, là, des gens, mettons, à l'université, au cégep, qui font du tutorat en maths, en français, en anglais. Donc, tu sais, on a tout un écosystème, puis on peut même pas l'encourager à cause de ces coupures-là. Je trouve que l'éducation, là, moi, je trouve ça vraiment dommage. Au niveau collégial aussi, là, moi, je l'ai vu passer au cégep Garneau. On a un cégep qui est plein, qui a des étudiants, et puis des fois des services qui sont pas possibles, ou des fois on doit couper dans certaines activités juste de vie étudiante qui sont quand même importantes, là, tu sais, veux pas, on veut que les gens graduent, puis c'est vraiment important, ça a une valeur, là, c'est pas juste qualitatif l'éducation, là. Tu sais, ça vient vraiment à une valeur économique à la société, c'est un levier de mobilité sociale le plus important, puis je trouve que c'est plate, je comprends que c'est un des plus gros postes de dépenses de l'État, mais de couper, il y a une raison que c'est un des plus gros un des plus gros postes de dépenses, c'est parce que c'est vraiment central pour n'importe quelle province, pays, mais encore plus au Québec, là. Puis là, je vais faire encore une dernière parenthèse. Le Québec, les francophones, bon, j'ai pas les statistiques, mais tu sais, il y a 80 ans, c'est quoi? C'est 16%. Bon, c'est vraiment des chiffres arbitraires, mais c'est... le taux de graduation francophone au Québec, il y a un siècle, c'est rien, là. C'est vraiment... Donc, cette évolution-là, sur 100 ans, je pense que ça montre à quel point le Québec, une des provinces les plus éduquées, 60%, là, la Québec, c'est la seule province. Les autres provinces, c'est 50% à note de passage. Je pense que c'est important de montrer à quel point c'est central à l'identité québécoise d'éducation. Fait que couper là-dedans pour faire une constitution, je trouve ça un peu ironique. Fait que ça, c'est ton enjeu prioritaire. Oui, pour l'éducation, toi. Absolument. Puis c'est quoi les valeurs qui guident, mettons, ton implication? Qu'est-ce qui te pousse à aller de l'avant dans ton implication politique? C'est encore une fois, très très bonne question. Beaucoup d'introspection aujourd'hui. C'est ça. Non, mais c'est drôle parce que, encore une fois, j'ai eu beaucoup d'implications, mais je pense qu'il faut prendre un moment de dire qu'est-ce qui m'anime. Je le sais, je sais que je suis passionné, mais concrètement, une valeur, je pense, l'empathie. Moi, j'ai toujours été une personne très empathique. Puis je pense que quand on fait de la politique, vouloir représenter les gens, c'est un peu une forme d'empathie parce qu'on vient prendre, pas leurs problèmes, mais les enjeux qu'ils viennent les chercher. Il faut prendre ce fardeau-là puis aller chercher une solution. Puis on a vraiment cette responsabilité-là. Fait que quand on s'implique en politique, c'est rare. C'est rare, c'est pas vrai. En théorie, c'est rare qu'on le fait pour soi-même. En pratique, ça diffère parfois beaucoup. Ça dépend au palier, mais je veux dire, en général, quelqu'un de moindrement idéaliste, il le fait pas parce que... moi, je trouve que le bus, c'est long, fait que je vais m'impliquer juste pour avoir plus de bus, parce que je vais partir, parce qu'au moins, comme ça, mon bus, c'est pas propre à soi qu'on s'implique en politique. Oui, il y a des enjeux qui nous touchent, mais au final, c'est pour porter une communauté. C'est plus large. Oui, absolument. Puis, qu'est-ce que la politique t'a amené au niveau personnel? Je veux dire, là, t'as eu ta première expérience concrète. Oui. Est-ce que là, il y a eu un changement entre le Charles avant l'élection ou après l'élection? Ben là, on est encore à la veille du scrutin, fait que c'est dur à dire, mais la veille, le lendemain. Le lendemain, ouais. Mais je pense que ça m'a vraiment... je suis vraiment encore plus tombé en amour en politique. Okay. Je pense que ça m'a vraiment fait aimer l'exercice démocratique. Le fait d'avoir une élection, là, puis souvent on en parle, là, puis j'ai déjà fait une métaphore un peu extrême, là, mais en Chine, il y a le droit de vote, mais il y a une cause, il y a un parti. Fait qu'au final, le droit de vote, c'est quelque chose, mais au Québec, je pense que ce qui va sauter avant le droit de vote, c'est le droit de choisir. C'est l'absence de candidats. 56% des conseillers, je pense, 48% des mairesses par acclamation. Ouais. C'est quand même une statistique qui est inquiétante. Parce qu'au final, si les gens s'intéressent moins pour voter, s'intéressent moins pour se présenter, ben, la démocratie meurt quand même tranquillement. Bon, là, c'est encore une fois très extrême, là, mais veux pas, c'est ça pareil. Là. Mais pourquoi
Pourquoi tu penses justement qu'il y a moins de monde qui s'intéresse à la politique municipale? Comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'implique à ça, mais pourtant, on a l'impression que il y a beaucoup plus d'intérêt pour la politique au provincial, au fédéral. On sent qu'il y a beaucoup plus d'énergie dans la population à ce niveau-là. Mais pourquoi tu penses que la politique municipale, ça n'intéresse pas autant la population? Ben, je pense que, en tout cas, de mon expérience, de ce que je vois un peu autour de moi, ça a toujours eu l'air, bon, c'est peut-être pas la bonne expression, mais longtemps, la politique, ça a été un boys club. Puis je pense que le municipal, ça restait un boys club plus longtemps que les autres paliers. Okay. Là, on voit en ce moment un recul au niveau des femmes candidates en politique. Je trouve ça aussi, c'est inquiétant. Les jeunes, mais c'est beaucoup qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un de plus impliqué, de plus savant. Bon, telle personne est sur tel conseil, a déjà été conseillé, il y a déjà... Fait qu'on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une longueur d'avance. Il sait plus que nous. Qu'il sait plus que nous. Fait que après ça, quand on se représente, monsieur, madame, tout le monde, on est comme, ben là, je veux dire, les gens, il y a des gens qui le connaissent, mais je veux dire, moi, Saint-Lambert de Lauzon, je veux dire, j'ai jamais occupé quelque chose, j'ai travaillé au IGA, mais je veux dire, je pense pas que c'est ça qui m'a amené une grande reconnaissance. Puis quand même, d'aller chercher le 1100 voix, 47% du vote, je pense que on s'induit nous-mêmes en erreur, on se tire avant même de commencer en se disant, il y a toujours quelqu'un qui en fait plus. Puis je pense aussi, admettons, à Laval, il y avait une candidate indépendante, 3 partis politiques, puis c'est la candidate indépendante qui a gagné. Puis je pense que c'est un message quand même important de montrer que, on aurait eu l'impression qu'un parti, les ressources, le nom, la renommée, puis on a vu que la mairesse de Montréal a gagné par beaucoup, fait qu'on s'attendrait que ça... que un parti, mettons, affilié ou quelque chose. Mais non, les gens, ils ont vraiment, je pense, ils ont assez de sens critique. Puis au municipal, veut pas, les enjeux sont assez homogènes parce c'est plus restreint. Là. Je veux dire, la même rue, les mêmes magasins, c'est assez commun. Fait que je pense qu'on se dit, il se connaît plus, les gens le connaissent, je vais le laisser. Mais au final, non, pas tant. Je pense qu'il y a vraiment un engouement pour un débat. Puis c'est pas parce que t'es connu que t'es nécessairement meilleur, plus qualifié. Non, absolument pas. C'est quoi qui fait... excuse-moi. Non, vas-y. C'est quoi qui fait un bon représentant, justement, selon toi? Je pense que ça commence vraiment dans une campagne. Parce que veux pas, moi, dans ma campagne, j'arrive avec un panier d'enjeux, là. Mais, mon Dieu, l'accueil que j'ai reçu, le nombre d'appels, de textos pour plein d'enjeux, des choses que je savais même pas qui étaient possibles à Saint-Lambert, d'avoir ces enjeux-là ou ces opportunités-là, puis les gens, ils t'en parlent, puis ils sont excités, puis la beauté d'être authentique dans une campagne, c'est que t'as pas la pression de devoir rester quelqu'un d'autre. Veux pas, je pense, des fois, il y a une pression de gagner, là. Si j'avais gagné, ben là, je serais-tu en mesure de gouverner? Est-ce que j'ai promis trop? Non, parce que si tu restes authentique, puis tu restes passionné, puis très, très dynamique, je pense. Des fois, ça a l'air un peu naïf d'être dynamique en politique. Il faut être solennel, décorum. Mais je pense que de se faire du fun, pour de vrai, ça nous rend plus efficaces. Parce qu'après ça, on est honnête avec les gens. On est direct avec les gens aussi, sur leurs attentes, les responsabilités. Est-ce que tu vas faire ça? Je le sais pas. Des fois, est-ce que tu vas baisser les taxes? Peu probable. Je veux dire, dans le sens où... Non, mais ça serait... C'est une bonne manière de voir les choses, d'être authentique. Là. C'est une bonne manière, je pense, de voir la politique. Tu m'as déjà devancé, là, justement, il y a le concept aux États-Unis, là, dès que quelqu'un gagne la présidence, il y a le Day One. Toi, ton jour numéro 1, si tu avais été élu, ça aurait ressemblé à quoi? Est-ce que tu as pensé à ça? Écoute, je me suis pas trop torturé avec ça non plus, mais quand même, je veux dire, moi, de la façon que je l'avais vu, c'est que le premier mois et demi, jusqu'à Noël, ça a été beaucoup d'adaptation, beaucoup de lecture, puis de familiarisation avec les dossiers. Mesure 2 fois, coupe 1 fois. Ouais. Je pense qu'il y aurait quand même une période pour ça. Par exemple, le budget, lui, était dû, je pense, dans 2-3 semaines. Fait que ça aurait été... il aurait fallu bûcher. Ça aurait fallu bûcher, mais en même temps, j'étais prêt. Puis encore une fois, je pense que... Encore une fois, la politique, c'est un marathon. Mais les premiers 100 jours, ça reste un sprint. Là, souvent, comme tu as mentionné, là, aux États-Unis, le First 100 Days, c'est quand même culte. Là, les gens font vraiment un bilan pour les 100 premiers jours. Fait que je pense qu'en politique municipale, on peut faire ça aussi. Fait qu'il y aurait eu quelques dossiers directs, mais il y aurait eu beaucoup de familiarisation parce que pas besoin de tout savoir. Pas besoin de tout savoir en politique. Je pense que même tout savoir, des fois, ça peut être contre-productif. Parce que si j'arrive et je sais déjà quoi faire, qui je représente? Si j'ai déjà la vérité imbue, qui je représente? Je veux dire, on gagne pas de façon unanime. Et puis, il n'y a pas tout le monde qui vote pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui vont voter juste parce que pour le transport en commun, juste pour ça. Des fois pour l'ensemble. Fait que si on pense que parce qu'on a gagné, tout ce qu'on a promis, c'est la vérité imbue, c'est vraiment
ce que les gens veulent à 100%, c'est l'erreur. C'est vraiment une erreur. Puis, bon, là, on a parlé du provincial, on a parlé du municipal, mais moi, je veux aussi qu'on parle non seulement de Saint-Lambert, mais comment est-ce que tu as vu l'élection de Québec, de Montréal, les grandes villes? Comment est-ce que tu Est-ce que tu as eu le temps d'y suivre? Oui, oui, absolument. Mais moi, tu sais, Québec, c'est plus proche, puis je veux dire, je vais à l'Université Laval, fait que ça vient quand même toucher. L'animosité, je l'ai trouvé intense. À Québec, ça brassait. Ça brassait vraiment. Puis, tu sais, M. Labombe, il a fait un documentaire un peu sur qui veut être élu municipal en 2025, les difficultés. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu des élus qui se sont fait... pas juste des commentaires, harcelés dans la rue, des choses vraiment... Fait il y a toutes les raisons pour pas être élu, justement, en 2025. Moi, j'ai eu rien de ça. J'en suis vraiment reconnaissant aux habitants de Saint-Lambert de m'avoir, justement, accueilli. J'ai eu des gens qui étaient réticents, des gens qui étaient... moins poli, mais jamais personne qui était dans l'énorme attaque personnelle de « va donc », ça arrivait pas. Fait que ça, j'ai été quand même reconnaissant. À Québec, je veux dire, je trouve ça quand même drôle à quel point... on parle souvent de l'importance de voter. Pour quelqu'un qui ne suit pas la politique, là, qui écoute à Québec, Bruno Marchand, s'il gagnait, c'était par 2 voix. Ça arrête, je veux dire, on dirait que tout le monde était contre Bruno Marchand. Puis là, on arrive, 5, je sais pas c'était quoi le résultat, mais à un moment donné, c'était comme 50%. Là. Puis il y a 5 autres candidats. Là. Fait qu'une majorité simple parmi 5 autres. Là. Ça s'approchait de ça, 50%. Non, fait qu'on se dit, même s'il y avait eu l'alliance Amad de la Chance, même s'il y avait eu, je sais pas, des candidats, mettons, qui étaient, je sais pas, Anne Guérette qui s'était pas représentée, peu importe, Bruno Marchand gagnait. Là. C'est quand même... Puis à aucun moment, pour quelqu'un qui était un observateur externe, mettons, qui faisait juste se fier aux médias, ça aurait été une conclusion qui était comme envisageable. Fait que je pense que ça montre à quel point la majorité silencieuse ou à quel point la minorité vocale vient changer les perspectives publiques, mais qu'au final, c'est vraiment la masse qui décide. Là. Souvent, c'est quand on n'est pas d'accord, justement, qu'on parle fort puis qu'on va le dire. Oui. Ceux qui sont bien d'accord ou qui, justement, ils suivent pas ça... qui sont pas intéressés, même ils le disent pas, puis ils font juste continuer de voter. Ah, Bruno Marchand, ben oui, c'est comme tu l'effet disais, du maire sortant. L'effet du maire sortant. Oui, absolument. Fait que, il en a sûrement bénéficié, là, je veux dire, il était déjà là, il était connu des gens de Québec, là, mais quand même, là, moi, voir des aussi gros résultats. À Montréal, je m'y attendais quand même. Mais quoi que ça a été quand même plus serré, là, je veux dire. Oui, relativement. Quand même, là, mais je m'attendais, c'était plus clair, puis je veux dire, il y avait beaucoup d'indécis, mais on se disait que ça allait quand même se placer. Mais à Québec, oui, il y avait les sondages, oui, il y avait tout ça, mais j'étais comme, comment ça va se placer? Puis même au niveau des conseillers, là, 19-2-1, là, 19 conseillers, plus la mairie, pour un parti qui, encore une fois, là, personne voulait, entre guillemets, là, c'est impressionnant. Chapeau à M. Marchand. Ça a été quoi ton moment clé de ta campagne à toi? Qu'est-ce que tu retiens de ta campagne? Moment clé, première entrevue avec Le Soleil. En fait, ça comme toute la vague médiatique est partie de ça. Charlotte Gabriel Quentin. Mais pour de vrai, tout a parti de cette entrevue-là, puis d'avoir cette chance-là, justement, d'avoir... Parce que l'expérience d'une campagne, c'est le terrain, c'est le porte-à-porte, mais cet engouement médiatique-là, pour de vrai, ça m'a vraiment formé. Puis juste en ce moment, là, je veux dire, c'est quand même incroyable là, de faire un podcast pour ça. C'est la première fois que tu parlais aux médias, tu avais déjà eu des entrevues? J'avais déjà eu un scrum avec LCN, mais encore une fois, là, un extrait parmi tant d'autres, là, mais de vraiment être le centre d'un média, c'est différent. C'est différent, c'est fantastique comme expérience. Je le recommande vraiment. Et puis, mais aussi de pouvoir un peu se développer comme personne, parce que veux pas, quand on questionne, il faut qu'il y ait une réflexion interne. Fait que je pense que, justement, d'être questionné au niveau des médias, ça m'a permis un peu de mûrir dans mes propos. Au début de la campagne, je pense que j'étais, mettons, plus... au niveau des taxes, je vais prendre l'exemple. Moi, au début, j'étais plus... on pourrait les geler. Plus d'augmentation de taxes. Puis là, après ça, je regarde, OK, mais si on a des engagements, si on a d'autres choses, est-ce que c'est plus réaliste de dire qu'il va y avoir une diminution? Peut-être 4% la première année, 3,5, 3, 2,5, être dans une direction, avoir une vision. Fait que je pense que ça m'a permis ces expériences médiatiques-là de comme avoir un discours qui était plus équilibré, qui prenait en compte, qui avait plus de nuances. Okay. Puis je pense que pour, honnêtement, tout candidat, mais tout jeune, d'avoir cette chance-là. Puis je pense qu'au Québec, on est choyé parce que nos médias sont sont très proactifs, puis sont très accueillants. Je veux dire, il n'y a pas eu... j'ai été challengé à un certain point, là, mais je veux dire, ça reste qu'il y a une bienveillance qui tient là-dedans. Là. Donc, en finissant, est-ce que tu as un message à transmettre aux jeunes qui veulent s'impliquer peut-être en politique ou de manière générale?
Moi, je pense que pour tous les jeunes qui veulent s'impliquer, la première étape, c'est s'informer, se bâtir une opinion, de vraiment être sa personne. Parce que si on va être authentique, il faut vraiment s'assurer que notre fondation, elle part de nous-mêmes. Comme jeune, veut pas, on a beaucoup des valeurs qui sont léguées de nos parents, de notre milieu. Fait que je pense, pour moi, c'est important d'avoir au moins un grand moment de réflexion sur qu'est-ce qui m'anime vraiment. Est-ce que je suis vraiment... Est-ce que telle valeur, c'est vraiment ça qui vient me rejoindre? Est-ce que je reste dans, mettons, le leg historique de ma famille, de, je sais pas, tel parti ou telle idée, ou est-ce que je forme ma propre personne? Fait que je pense que ça, c'est vraiment la première étape. Puis après ça, la deuxième étape, c'est vraiment d'être... tu sais, il n'y a pas de bonne réponse en politique. Il n'y a pas personne qui a la vérité, peu importe le nombre de votes que tu as, peu importe l'éducation que tu as. C'est sûr que je dis pas ignorer les gens avec des doctorats, là, mais tu sais, il y a toujours une marge d'erreur. Il y a toujours une possibilité de se tromper. Fait il faut toujours être nuancé, il faut toujours être ouvert, puis être authentique. Honnêtement, être confiant, puis se dire qu'on apprend. Tu sais, la politique, une campagne, c'est un apprentissage. Mm-hmm. Puis, je veux dire, personne. Il y a peu de gens qui l'ont du premier coup en politique. Puis d'avoir la résilience de le faire une fois, 2 fois, 3 fois, juste pour participer à la démocratie, il faut réaliser qu'il y a un bénéfice là-dedans. Puis il faut aimer ça. Faut juste, si on a une passion, il faut pas penser qu'on va l'avoir plus dans le futur. C'est pas quelque chose, c'est pas un boys club. Même, bon, je suis un homme blanc, c'est genre là, mais c'est pas un boys club. c'est pas réservé à une clique, c'est pas réservé à un âge ou à un genre. C'est vraiment la politique, là, de plus en plus, il faut vraiment que ce soit un débat d'idées. Puis c'est qu'en ayant des candidats de tous les horizons, toutes les perspectives, on va s'assurer que ça reste un débat d'idées. Mais merci beaucoup, Charles. Ça fait grand plaisir. Merci à vous. Comme conseil. Puis bonne continuité pour votre aussi. podcast. Aussi, J'ai hâte on te le d'écouter. Puis on va se reparler. Absolument, absolument.